notre prochain invité. Alors, Monsieur Ménard, c'est ça, Chélie Ménard, qui représente la concertation de logement à Sherbrooke, qui nous a sous ma mémoire, donc à vous la parole ici. Je serai bref et succinct. J'ai repris le flambeau pour présenter ce mémoire-là, donc je n'ai pas nécessairement participé à la rédaction, donc je vais saluer le travail colossal de Lisa Saint-Cyr-Morin qui a participé à la rédaction de ce mémoire-là. Concertation Sherbrooke, qui nous sommes? Nous sommes un regroupement d'organismes qui travaille dans le milieu du logement communautaire, fait partie de la concertation de la ville de Sherbrooke. Il y a la FROM, la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie de l'Estrie. Il y a la Fédération des coopératives, évidemment, le GRP en près d'habitat Estrie. On a aussi l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke qui siège à la table. Le CIUS, évidemment, aussi, et différents partenaires comme la table d'itinérance et d'autres organismes du genre. Alors, le mémoire, en fait, c'est une espèce de. On vous a regroupé l'ensemble des préoccupations et des conseils que 70 partenaires dans le milieu communautaire cherbourgeois nous ont communiqué lors de l'Assemblée des grands rendez-vous cherbourgeois sur le logement social qui se tenait une semaine après ce qu'on avait eu le 9 mars, le 16 mars. C'est ça. Écoutez, grosso modo, qu'est-ce qui est ressorti? Il y a 5 points majeurs qui sont ressortis de cette journée-là. Finalement, l'abordabilité au coût raisonnable des loyers, la disponibilité, la diversité de l'offre, l'admissibilité et l'acceptabilité de la défense des droits des locataires, l'adaptabilité de l'offre aux besoins et à la réalité des locataires et la qualité de l'état du logement. Je vais vous passer rapidement les éléments, on pourrait dire, qui sont vraiment ressortis en grande majorité au point de vue de l'amélioration de la communication et rendre plus efficient la concertation entre les différents services municipaux. Ça, c'est ressorti beaucoup. On parle de la création d'un comité interdépartemental à la ville de Sherbrooke, l'utilisation d'un système de suivi centralisé qui désignait un coordonnateur de projet pour les projets communautaires et sociaux en habitation. Créer un guichet unique aussi, c'est beaucoup revenu aussi là, pour les promoteurs de projets résidentiels, communautaires et sociaux. Un autre aspect qui est beaucoup sorti, c'est par rapport à la densité, c'est assouplir les règles de zonage, les normes d'habitation, afin de privilégier, de densifier sur ce qui est déjà existant finalement. Un élément qui est sorti, c'est oui à la création de nouvelles rues. Par contre, il faut que ces nouvelles rues-là aient une grande densité et une mixité d'usage commercial. On ne peut plus continuer à développer. Je pense, comme on a fait dans les dernières années, en seulement faisant du résidentiel, ça ne marche pas. Puis, c'était rappelé aussi qu'au début du mois de mars, on apprenait qu'il y avait à peu près 185 km de rues à Sherbrooke qui demandaient une réparation d'urgence. Ça prendrait 20 ans de les réparer ces rues-là. Donc, créer des nouvelles rues, certes, mais avec une grande densité. On ne peut pas continuer à. On n'a déjà pas les moyens d'entretenir les rues qu'on a. Donc, ça se fait au dépend de la qualité de vie des citoyens de Sherbrooke. Par rapport aussi, tenir, un élément qui est sorti beaucoup, tenir un registre obligatoire et à jour des prix du loyer pour avoir une espèce de documentation de l'évolution des prix des loyers à Sherbrooke. Il y avait aussi faciliter l'accès, le maintien au logement particulier, dans le sens que s'il peut y avoir l'implantation d'une plateforme centralisée qui regroupe l'ensemble de l'offre de logement à Sherbrooke, ça simplifierait selon les différentes catégories, là, privé, communautaire, HLM, ce genre de choses-là. Sinon, le prochain élément, c'est imposer et appliquer le respect des normes des bâtiments pour la santé et la sécurité du public, dans le sens que effectuer systématiquement des inspections régulières des immeubles à logement qui sont connus pour avoir des problèmes de salubrité. Et finalement, c'est pas mal les grands points qui sont sortis. Là. Vous avez vu le mémoire qui est quand même assez volumineux et ça va un peu de faire partout. Évidemment, on était 70 partenaires, donc c'est normal. C'est vraiment pour vous rapporter ce qui avait été écrit.
c'est ce qu'on avait compris. C'est sûr que vous n'avez pas eu le temps probablement, puis vous n'avez pas eu les efforts pour prioriser. Hein. On a compris ça. Là, puis, ce qui fait que on a lu, puis écoute, en disant ça, puis en disant les autres mémoires, on trouve à peu près. Il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est ça. Ce qui fait que ça n'a pas provoqué chez moi un grand nombre de questions. C'est sûr qu'on a, par contre, là, on sait ce que le communautaire pense. Hein, c'est une liste assez détaillée, on va pouvoir s'en servir, puis on ne s'en privera pas. Mais voilà, c'est ça, t'as l'avantage d'être trop clair ou trop long, je ne sais pas. Voilà, merci. Ben oui, il y a énormément de stock là-dedans, c'est clair. Je vais aller voir mes points d'interrogation. C'est sûr que j'en sais plus. C'est un des premiers que j'ai vu, fait que j'en sais plus depuis. La mémoire, la commission a fait cet effet-là. Implanter des mesures incitatives pour encourager les propriétaires. Ah non, c'est pas ça que je veux. Avoir un registre des loyers obligatoires et tenir un registre des prix. Comment ça peut se faire au niveau d'une ville? J'en ai aucune idée. Mais d'abord, la question! C'est un gars aucune idée. Certains ont, parce que c'est surtout fait avec le seul document objectif, c'est le bail, le contrat. Est-ce que l'idée si on ne peut pas avoir un registre du logement, les controverses à avoir ça au niveau provincial, ça peut être lourd, ça peut être utile. Mais est-ce que l'idée de déposer du moins les bails à la régie, comme ça, quand il y a avec l'éducation publique de nos droits, au moins les bails sont déposés, les baux sont déposés à la régie. Ça serait un point positif. Un élément qui avait sorti lors des discussions, c'est certain que si on peut passer à des bails qui sont électroniques, qui peuvent être compilés, c'est ça qu'il y aurait une facilité à compiler la donnée. Je ne veux pas plus que ça s'en irait. Ça. Mais c'est ça aussi, il y a tout l'enjeu de. On a vu dernièrement que, du point de vue de la SAC et compagnie, que quand ça se met à informatiser de façon assez importante des grandes structures provinciales comme ça, c'est pas toujours. Il y en a qui ont perdu le job. C'est ça. Il y en a un qui c'est ça. C'est pas toujours un grand succès. Donc, on voyait ça plus par ça un peu. La ville de Château, peut-être pas nécessairement complètement prise là-dessus. Mais au niveau de si on fait passer pour électronique des verres, là, c'est certain que ça aiderait à compiler des données. Oui, c'est ça. Tout se ferait plus automatiquement. Exactement. Ça serait une traçabilité, des moteurs de recherche, etc. On s'en trouve jusqu'à moi, j'ai un système de santé, on finit par s'informatiser. Je dirais qu'en début de pandémie, on était sur des fax, en santé publique. Maintenant, on est informatisé. Et on a aussi vu qu'avec l'accès, on peut améliorer les processus, quelque chose qui prenait 2 ans, c'est fait en quelques mois. On sait que c'est possible dans d'autres domaines. Mon expertise de santé pourrait peut-être s'appeler ici. La nécessité, pas l'urgence, c'est la nécessité. L'urgence, on commence à être là avec le logement. Après ça, vous avez eu des projections démographiques dans votre mémoire qui m'ont un peu surpris. Non, en fait, je peux tout vous dire, vous auriez dû avoir 180, je pense que c'était 190 au lieu de 790. Finalement, il y a juste un chiffre qui c'est 790 000 habitants en ce moment. Ça me surprendrait, c'est 190 000 habitants. Et c'est ça. Mais l'erreur s'est reproduite en page 10 aussi, qui a encore de la croissance. Ok, peux-tu correct de. Parce que je savais que l'actuel, je pouvais le vérifier, mais là, la projection de croissance 2041, je peux vérifier, là, mais je dirais. C'est vraiment c'est ça, c'est le chiffre, je pense qu'il y a eu une erreur au niveau du chiffre, le premier chiffre. C'est parfait. 190 et 240. Exactement. En 2040, 2045. Il y a exigé au moins 20 de logements sociaux dans les nouveaux développements.
imposer 30% de logement social dans tous les nouveaux projets. Donc, j'essaie de comprendre cette nuance. 70 partenaires qui leur avis, on a tout compilé ça ensemble, c'est vraiment ça. OK, c'est bon. Parce que des fois, je me dis, si on veut 20% de logement social dans notre ville, il faut imposer plus que 20%. Parce que là, on est déjà à moins 10. Alors, c'est mathématique, là. Il y a toujours les deux aspects, finalement, parce que ces partenaires-là qui ont nommé ça, c'est que oui, accroître l'offre de logement social et compagnie, mais aussi inclure là-dedans, un peu comme l'approche que Montréal a pris, finalement, le 2020. OK. Je vérifie. Quand ça m'intéresse, je vais réfléchir sur ce qu'on pourrait recommander à la ville à ce niveau-là, parce que ça reste obscur pour moi, mais on a entendu de plusieurs groupes, là, je ne peux pas représenter 70 personnes, mais d'assouplir les règles d'admissibilité au logement. À quelques reprises dans les mémoires, pas d'enquête de crédit, pas d'endosseur. Auriez-vous une idée de comment ça peut, je me mets dans la peau de propriétaire, là. Qu'est-ce que ça prendrait comme filet pour que cette rencontre-là se fasse entre une personne vulnérable qui a peut-être très bien l'intention de payer ou qui a peut-être eu une faillite il y a quelques années, puis qui est tout à fait capable de payer, puis un propriétaire? Est-ce que par expérience, vous auriez des discussions? C'est bon. Je pense que c'était tout. Je sais que vous avez été auteur d'autres. Là, c'est la reprise des recommandations, donc c'est bon. Merci. Merci. Le prochain. C'est le PHE. La PCHQ. Et après la PCHQ, ça va être les étudiants de la peur. Bonjour aussi. Bonjour. François Bernier de la PCHQ. Vous connaissez un peu l'organisation de la PCHQ, c'est l'Association des entrepreneurs, sociétaire de constructeurs et donateurs de la région de l'Estrie. Depuis plus de 60 ans, on organise au fond, on travaille sur la compétence de ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent mieux relever les défis dans le domaine de l'habitation. Alors, l'organisation compte peut-être 1100 membres ou 250 membres à ce jour. Je n'ai pas le choix. Moi, je suis à la fin de journée où je commence à entendre à peu près un fil conducteur. Vous avez sans doute ça, quand vous allez faire une recherche de mots, là, vous allez trouver à peu près tout le monde qui dit on veut que la ville soit aidante, on veut des comités de liaison. On les veut chacun dans nos domaines respectifs parce qu'on ne vit pas toute la même affaire, on ne veut pas être dans la même pièce, on veut parler de nos affaires, on veut une ville aidante, on veut que ce soit abordable. On veut des terrains, on est tous à peu près ouverts à la densité. On est tous on a tous une tâche difficile, des incitatifs, je pense que vous avez fait. Bon, j'ai entendu ça toute la journée, puis vous aussi, j'imagine, depuis quelques jours. Puis je pense que chacun dans son domaine d'activité, quel qu'il soit, qu'il soit du social au privé, là, dire à peu près la même chose à cet égard-là. Moi, je vois qu'on est tous dans la même équipe fondamentalement dans le domaine de l'habitation. Puis c'était d'ailleurs un peu dans ce esprit-là qu'on a pensé aux mémoires. C'est quel genre de recul on peut faire, quel genre d'ampleur, de défis qu'on a relativement affrontés, puis quel genre d'approche, de stratégie, de moyens on va commencer à faire. Je vais y aller un peu dans ce sens-là, effectivement. Là, que nous, selon notre lecture de l'ampleur du travail à faire, on voit qu'il manque à peu près à ce moment-ci 2300 logements. C'est un calcul qui peut être mis à jour de un nombre de grandeur, 2300 logements privés, un bon 500 logements sociaux. Puis ça, là, j'en débattrai pas longtemps, si on fait plus, un peu plus du social, mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Ça veut dire faire 2 fois plus dans une année. Il faudrait doubler ce qu'on fait ordinairement dans une année si on veut juste reprendre un peu notre souffle, juste être un peu dans l'équilibre.
La SCHL, pour sa part, va beaucoup plus loin dans ses analyses. Elle ne dit pas, vous n'allez pas doubler un an, vous allez doubler jusqu'en 2030 pour reprendre vraiment un contrôle sur l'abordabilité du logement. Le défi, là, il est immense. Il est immense. Et là, nous, quand on prend conscience de ça, on se dit, il faut nécessairement après y aller sur plusieurs fronts. Il ne faut pas dire on bloque les rues, on fait juste du social, on fait juste ci, on fait ça. Tout est bon, tout est nécessaire si on veut vraiment y aller à cette ampleur-là. Et donc, on ne peut pas être exclusif et dire c'est juste moi la solution, c'est au contraire. Il faut aller chercher le pouvoir de la contribution de chacun. On voit cette nécessité-là d'y aller dans plusieurs axes d'intervention. Puis, on ne sera pas humble, on va dire écoute, ayons pas de gêne, inspirons-nous peut-être des bonnes idées que d'autres auraient. Il y a plein d'autres idées. Donc, quand il est venu le temps d'agir sur un domaine ou un autre, ben, il y en a qui ont généré un programme de ceci, de cela. Regardons ailleurs. On a mis quelques exemples pour dire, regardez, celle-là, elle a fait ça, celle-là, elle a fait ça. Et on a besoin de ces. Bon, faisons le programme à notre sauce à nous, mais faisons quelque chose de semblable. On a sans doute besoin de ça. Il faut travailler ensemble. Je pense que tout le monde le dit toute la journée, il faut travailler ensemble. Ce n'est pas en s'opposant, c'est pas en se prenant pas qu'on va y aller, c'est très clair. Il faut aussi y aller avec conviction. On va dire ça comme ça, parce que construire davantage, ça dérange. Ça va déranger. Toutes sortes d'affaires. Puis on sait que le phénomène de Polanco est là. Ça va prendre une immense volonté politique, un appui politique pour passer à travers. Parce que le monde n'est pas dans ma cour de position citoyenne, c'est une réalité. Dans mon lac, on l'a avec conviction. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se présenter devant tout le monde avec conviction, justement, avec tout ce qu'on entend? Je pense qu'on a bien compris que la société est rendue on va faire attention à l'étalement urbain. On va faire attention à ça. On va essayer de travailler le plus possible dans un contexte de redéveloppement. Bon, on a un potentiel certainement dans la ville des réseaux qui existent, ces choses en place. Penchons-nous là-dessus et examinons très précisément qu'est-ce qu'on a comme potentiel, où est-ce qu'il est, jusqu'où il peut nous amener, puis avec la densité, jusqu'où il peut nous amener, hein, donc le potentiel de notre ville. On s'est amusé à dérouler la carte de Sherbrooke, à mettre la couleur quand on pensait qu'il y avait la qualité du potentiel ici là. C'est pas exactement combien, mais on a fait une carte avec plusieurs couleurs. Donc, il y en a du potentiel dans la ville, il faut le documenter, il faut voir jusqu'où on peut le pousser, il faut l'exploiter. Et ça, c'est un effort nécessaire. Et je pense que si on commence en disant ça, ben là, on va calmer là, les gens qui pensent qu'on peut juste aller partout, construire n'importe comment, construire n'importe quoi. Donc, c'est un exercice nécessaire. Est-ce que la ville pourrait peut-être entreprendre les études ou les efforts nécessaires pour documenter cet aspect-là? Puis en plus, mais on prend pour acquis des gens partants que d'ici 5 ans, là, c'est pas suffisant. Donc, il faut effectivement ouvrir des nouvelles rues, il faut utiliser tous les moyens, mais en bonne conscience, qu'on travaille dans un esprit d'optimiser ce qu'on a. Je pense que ça devrait être une espèce de plan de match qu'on se donne, de faire des différentes interventions à la fois. Parce que ça prend tout ça, sinon les gens vont voter avec leur vie, ils vont juste s'en aller à part. Ça va être aussi simple que ça. Alors, potentiel, puis là, bien, parmi les mesures qui peuvent accompagner ça, bien, la densification, on en parle aussi. On dit, allons-y vraiment dans une densification la plus généralisée possible. Partout. Pas juste le centre-ville, pas juste partout. Tout ce qui est envisagé, tout ce qui est nouvellement construit, essayons d'aller dans un sens de densité additionnelle. L'Ontario, c'est pas gêné, ils l'ont décrété provincialement. C'est fini l'unifamilial, c'est 3 logements partout de plein droit pour amuser. Les autres savent qu'il faut développer leur production, ils prennent les moyens. Nous, ce n'est pas le tour provincial, on devrait faire ça, c'est une décision qu'on peut prendre localement. Alors, donc, la densification partout, je pense qu'elle est bienvenue, l'industrie de l'accueil. Justement, ça va permettre de réaliser davantage d'unités ou davantage de projets. Surtout, il ne faut pas, encore une fois, barrer toutes sortes de raisons. Les options qui sont parlées comme l'ouverture de la rue, c'est futile. Au fond, on fait juste exacerber, comme ça a été bien décrit, les pressions ailleurs, puis finalement, c'est pas vraiment bon. En termes de moyens, là, je vais vous surprendre, mais on a évidemment, alors que le travail administratif, je vais y revenir. Mais dans les moyens, on a remarqué que certaines villes soutiennent l'accession en propriété. Ça étrange. Pourquoi l'accession en propriété? Ben parce que tu vides quelqu'un qui est dans un logement, tu dois être propriétaire, puis s'enracine dans la communauté, en a libéré. Fait que les politiques d'accession en propriété font leur sens. Politique d'aide à la rénovation, parce qu'on a entendu toutes les difficultés qu'on a avec la rénovation, ben, il ne faut pas, pendant qu'on construit des nouvelles unités, on perd des unités en qualité ou en nombre dans le parc. Donc, tout ce qui viendra soutenir
la rénovation du parc existant, nous assure qu'on va faire des gains nets en construction. D'autres villes ont dit, ben, écoute, oui, on veut de la construction, on veut cibler, encourager certains types. Comme par exemple, je veux du 8 logements, j'en ai besoin, Trois-Rivières a dit, ça, je vais l'appuyer. Trois-Rivières va faire spécifique pour certains créneaux de marché. Donc, il faut aller faire ce type d'intervention-là, on pense partout, un peu partout. J'espère que je ne manque pas trop de temps pour parfait. Alors, donc, je ne veux pas revenir sur chacun des exemples là, de mesures possibles, c'est dans les mois, on va en jaser. Ce que je veux ajouter en dernier lieu, c'est que, du point de vue de je parlais du support administratif, ben, l'industrie carbure, au fond, à la prévisibilité, à la rapidité. On aime ça avoir des objectifs, pouvoir s'en rendre compte, se faire des bilans. Donc, à travers un comité de liaison, puis tout ça, dire, écoute, si on s'est donné certains objectifs de développement, est-ce qu'on les atteint? Il faut être capable d'avoir le support de la ville, puis se rendre compte quand ça ne marche pas, les ajustements à faire. Donc, ça, c'est le genre d'approche à laquelle on veut travailler. Puis, dernier point, la fiscalité doit être cohérente avec tout ce qu'on fait. Je vous pose la question. Si je pouvais diminuer la TVQ, l'éliminer, la TVQ et la TPS présentement de la part, j'enlève ça sur l'habitation. Est-ce que je pourrais construire davantage de logements, ou davantage de logements abordables? Je vais dire oui, hein? Mais l'inverse est vrai. Si je l'augmente, si j'augmente les taxes de beaucoup, des frais, quels qu'ils soient, bien, je me nuis profondément. Puis, dans une époque de crise comme celle qu'on vit, la dernière chose à faire, c'est de me dire administrativement ou fiscalement, si on veut, le coût de construction, c'est se tirer un coup de fusil dans le camus. Alors donc, on dit, soyons extrêmement vigilants avant de dire la fiscalité, soyons cohérents avec ce grand plan de match-là qui veut mettre en contribution tout et chacun des volets de l'industrie, puis du privé, du public ou du privé, là, on a besoin de tout le monde. C'est ça qui pense qui nous permettrait d'y arriver. Voilà. Merci. Je te laisse commencer. Il y a juste une chose que je veux vérifier par rapport à ma compréhension. Là, quand il y a des lenteurs, tout le monde faut s'aider, la ville faut que vous aide, au privé aussi. On a entendu beaucoup parler que la lenteur augmente les coûts. Quand on est une grosse entreprise de construction, j'imagine qu'on n'est pas toujours sur des prêts, il y a un avoir, la lenteur coûte cher quand même. Oui, je ne sais pas justement c'est quoi la question. Le tout le temps pour tout le monde, hein, oui. Oui, OK. Est-ce que vous parce que ce qu'on entend ici, c'est des fois plus des contraintes, j'entends moins du privé des contraintes au niveau de la lenteur des processus que j'entends du côté public. J'essaie de comprendre peut-être les nuances à ce niveau-là. Peut-être qu'on n'a pas créé ça haut et fort, mais moi je l'entends. OK, c'est bon. Les gens sont les CCU inefficaces, on recommence, on dépense dans des études pour absolument rien. Et à la fin, on se fait tuer par un groupe de citoyens, j'entends ça tout le temps. OK. Prochaine question. Ah ben, il y en a une que M. Lachance en a parlé, c'était le règlement 1204. C'est ça, je m'avais. Bon. J'avais une question aussi, je ne sais pas si ça m'a juste émergé en vous disant, mais quand on parle d'augmenter de la densité sur des immeubles déjà existants, oui. Avez-vous des exemples? Si Sherbrooke n'est pas très dense, là, j'ai vu des gens suggérer de construire au-dessus des centres d'achat, des unités de logement, tout ça. D'un point de vue constructeur, c'est cette réalité-là de densité. Je vais me permettre deux éléments. Ouais. Premièrement, ajouter de la densité sur de l'existant, les logements accessoires, ce que la ville vient de faire, c'est absolument, c'est un geste significatif. C'est un geste très significatif. Si on arrive à mettre 3% de logements accessoires dans tout le parc des 36 000 maisons unifamiliales, unirangées qu'on a ici, c'est quand même 1000 unités de plus, qui ne vont pas défigurer le paysage, mais je vous dis en partant qu'il en manque 2300. Vous voyez, donc une densité qui s'inscrit par-dessus de l'existant, ça peut être tout à fait significatif, très intéressant. Hein? Deuxième point que je veux dire, quant à la densité,
c'est pas la densité qui fait l'affaire du promoteur qui fasse le maximum de profit. C'est pas ça. Le but, là, c'est le type de densité qui va permettre d'atteindre le potentiel d'un secteur desservi, qui le sera dans le futur. C'est ça qu'on a vraiment posé comme question. J'ai quoi exactement en place? Je peux-tu installer 400 unités là-dessus? Pas, tu sais, nous, là, on n'est pas en train de jouer fessier. On dit qu'il faut aller chercher ces potentiels-là dans la ville. Donc, la question de la densité, elle se pose pour aller chercher une fois pour toutes les maximums. Puis la prochaine génération de règlement d'urbanisme ici, elle doit avoir cette ambition. J'ai entendu le travail en profondeur, comprendre en profondeur le potentiel de la ville au niveau de la densité. Ouais. Ça, je l'ai bien compris. Puis, je veux dire, c'est clair que, d'après ce que j'entends, il y a des immeubles désaffectés. Ça, c'est clair que ça ne sert à rien. Bon, il y a des stationnements, il y a des façons de voir autrement, des modifications. Mais ma question, c'était plus densifier sur de l'existant déjà, en ajoutant des étages. J'ai vu un peu ça, ça, c'est une option. Puis, y a-t-il d'autres options quand on parle de densification, on parle de quoi? Là, j'ai quelques éléments en tête, mais il y en a plus. Ben, ce type d'exemple, peut-être que vous l'avez entendu, parce qu'à Québec, ça se discute. Oui, c'est ça. À Québec, ça se discute. Il y a des immenses centres d'achat, ça n'a pas à faire avec, il y a du commercial de base. À la hauteur, c'est de la mixité commerciale. Donc, c'est déjà des notions qui se discutent. Les grands promoteurs immobiliers sont là-dessus. Si on veut s'intéresser, on veut regarder tous les autres fonds, là. Regardons ça à Québec. D'autres types de densification que je devrais savoir? D'autres types de densification, je ne sais pas. Je veux dire, tout est bon en termes de densification. Vous connaissez que les gens regardent en ce moment. Non, je veux dire, il n'y a pas un modèle unique de densification qui devrait s'imposer. Tout simplement pas. On comprend qu'il y a des efforts d'architecture à faire parce que, bon, je vais essayer de répondre un petit peu au travail. La nouvelle loi, projet 16, la loi 16 qui est présentée sur la table, ouvre la porte à la densification, mais essaie de cadrer ça de façon un peu restreinte et dit, je ne veux pas que ça bouge de plus que 33 %. Peux-tu laisser de la liberté aux villes de voir, parce qu'il y a parfois certains contextes où on pourrait aller doubler. Par rapport aux voisins, on pourrait se doubler, puis on serait encore à l'aise, on pourrait quadrupler, puis on serait encore à l'aise. Donc, ça, je ne veux pas éviter la question, mais il n'y a pas un modèle unique de densification qui devrait s'imposer. Je pense que c'est. Ma question, c'est tout à fait le contraire. Ce n'était pas de savoir les modèles uniques, c'était de savoir si vous aviez visé la pluralité des modèles. Mais c'est correct, c'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Juste une petite remarque. Il y a 2 jours, un copain qui est venu nous dire qu'il manquait 959 machines. Je te dis comme ça, je sais que Ouais. on va avoir à regarder ça. On peut tirer du poignet là-dessus. Oui, c'est ça. Mais, dire au fond, chacun a sa méthodologie. Oui. Bon, je vais vous dire un exemple. Au moment où on faisait l'évaluation, on regardait, par exemple, quel est l'écart au juste entre le nombre d'unités disponibles dans le marché de la revente, puis ce qui devrait normalement être un nombre d'unités disponibles à la revente quand on a un ratio acheteur-vendeur qui est raisonnable. Et donc, quand tu sais que tu as juste 1000 unités disponibles, il t'en faudrait, je sais pas quoi. Vous voyez, nous, on a pris une méthodologie, puis c'est comme ça qu'on est allé chercher un chiffre de logement manquant dans la propriété existante. Ce que je veux dire, c'est que chacun peut avoir sa méthode, mais pour atteindre 3 % de logements locatifs ici, je pense que nous, on a suivi cette méthode-là. Si on est à 1 % de taux d'occupation, qu'on en veut pour 3 %, ben là, nous, notre chiffre, il doit être issu de ça. On atteint les écarts. C'est rien qu'à eux d'expliquer leur méthodologie. Je trouve très intéressant l'idée de demander à la ville de rester la carte. Vous êtes les seuls à nous avoir soumis cette idée-là. Mais en fait, ce que vous voulez, c'est bien plus, vous voulez une politique d'habitation avec un plan d'action que vous êtes prêt à entre guillemets, suivre pour collaborer. Là, hein. Oui, ou quelque chose qui est évident. Parce que moi, si on me prépare le terrain, au lieu de jouer à ça, on ça à tâton, on se présente avec notre projet, on se dit oui, non, ça me tente, ça me tente pas, j'ai pas trop, prends ta chance, va, pas le citoyen, peut-être je vais te parler après. Non, regarde, moi je te prépare le terrain, j'ai une courage politique, j'ai 4000 unités, je suis capable de faire. J'ai des réseaux, je suis à côté, j'ai la volonté politique, puis je vais affronter les citoyens. C'est ça qu'on veut. Bon, je suis prêt à faire ça, mais il m'en manque. J'ai besoin de toi aussi pour aller en faire ailleurs, puis ça, puis j'ai besoin
de pouvoir, puis j'ai besoin d'autre chose, puis chacun, je vous mets à contribution. Ça, c'est évident. Donnez-moi des projets qui sont conformes à ça. Puis, encore une fois, je mise sur vous tous. Je ne vous mets pas sur la touche de côté le temps, je vois ce qu'il y en est. On n'a pas ce luxe-là. On est en pénurie. On n'a pas 5 ans pour virer. Puis, en vous et moi, ce qui est facile à faire, c'est du logement nouveau dans les rues nouvelles, là, soyons clairs. Là, la réhabilitation urbaine, c'est de la décontamination, ça va créer beaucoup de petits problèmes également. Là, fait que donc, ça nous prend le mix de ces solutions-là. Mais je pense qu'on va trouver notre bonne conscience en disant que cette fois-là, on le fait pour maximiser nos infrastructures, anciennes et nouvelles. On ne fera plus jamais de gaspillage d'infrastructures. Il y a une phrase que je voudrais que tu m'éclaires dans le mémoire. Là. Je vais te la lire. La PCHQ tient à rappeler que dans plein financement. Le plein financement du logement social, ça appartient au palier supérieur. C'est ça. C'est clair. Là, vous avez posé la question tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour intégrer du logement social dans une immeuble. Moi, je vous dis avec plaisir. Aucun problème. On intégrer, on va faire des projets avec une composante sociale dans un immeuble. Montréal, ils se sont réchauffés à ça, pas de problème. On va le faire clairement, on va livrer. Mais on ne veut pas vivre le phénomène qui était décrit, que je suis obligé de créer l'abordabilité de l'un au prix de l'inabordabilité de l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on va l'accommoder, on va le faire, mais ça me prend un pré-financement public pour le faire. Sinon, je tue mon marché privé. C'est ça, ma question, c'était pas ça, c'est parce que la façon dont c'était écrit, c'était comme si vous disiez que la ville ne devrait pas contribuer au logement. Oui, c'est-à-dire que c'est beaucoup placé sur les épaules des acheteurs de maison, c'est beaucoup placé sur les épaules des entrepreneurs, c'est même beaucoup placé sur les épaules de la ville de prendre cette question sociale-là et de la prendre et de la régler toute seule. C'est pas vrai. C'est la répartition de la richesse et l'habitation, ça, c'est des pouvoirs et des responsabilités de paliers supérieurs et non des villes. Mais c'est elles qui sont prises avec le pocket, c'est elles qui sont prises avec le problème. Puis je pense qu'il faut rappeler, puis se mettre en équipe avec la ville pour rappeler au palier supérieur que c'est à eux de payer ça. Pas à la ville, puis aux acheteurs de maison neuve, puis aux citoyens, puis là, de faire ça. Parce que ça nous mène à un certain dialogue de sourds, franchement, ça nous mène à des projets qui ne font pas, parce que c'est mal financé au niveau supérieur. Ouais. C'est eux qui ont les leviers de redistribution. On les leviers, puis on les goussets pour le faire. Fait que, donc, on comprend la ville, puis on comprend la frustration de tous les groupes qui essaient de réaliser au fond du logement social avec un financement à moitié attaché. J'ai une dernière question qui ne touche pas la ville par tout. C'est quoi vos réflexions en tant qu'industrie pour trouver des façons de faire baisser les coûts de construction? Je sais qu'il n'y a pas de magie là-dedans, là, mais vous devez le travailler un peu, vous devez vous poser des questions. Écoutez, c'est quoi une construction? C'est un terrain, c'est de la main-d'œuvre, c'est des matériaux, puis c'est des processus administratifs. Fait que, au fond, est-ce qu'on peut avoir plus de terrain? C'est pas tout le temps évident. La main-d'œuvre, on est tenu par tout un encadrement législatif de notre main-d'œuvre. On croit sur ce plan-là qu'il y aura un immense travail. Le gouvernement le ministre lui-même a parlé de moderniser l'industrie de la construction. Ça veut dire qu'il faut essayer de rendre cette industrie-là plus performante, plus polyvalente, plus efficace. Donc, les coûts de construction de la main-d'œuvre, on peut y travailler là-dessus. Les matériaux, ben ça, c'est le rock'n'roll total du prix des matériaux. Malheureusement, on entend l'économie, c'est un price taker. On a très peu de contrôle sur le prix des matériaux. Là où on peut quand même agir, c'est dans les normes de construction. Vous l'avez entendu, quand il te faut un garage, des sous-sols, des 900 pieds carrés de logement. Tu sais, dans les normes de construction, on peut faire beaucoup pour être moins exigeant. Tu sais, on peut faire du travail là-dessus. Mais on comprend que l'environnement est un élément extrêmement important. Là, ça, c'est un peu personnel. Mais si j'étais un fabricant de voitures, je voudrais faire la meilleure voiture, ben, c'était hors là. Un fabricant de maison, il veut faire le meilleur produit pour l'environnement. C'est fait que quand il y a des normes du côté environnemental, je pense que l'industrie elle va essayer des passer plus. Mais quand c'est des éléments de choix, la ville t'impose le stationnement, ou le temps de cadre, c'est pas il y en a.
puis qu'on t'impose telle largeur de trottoir, tous ces paramètres-là qui sont discutés comme en termes de coût, on résume ça au coût, mais c'est tous des choix là, sur lesquels on travaille, qui sont des normes de produits. Et qu'est-ce que je vous disais, les processus administratifs pour que ça aille bien, là, en français, là, souvent, là, c'est pas spécifique ici, là, mais souvent, on sent que les appareils municipaux, c'est pas. Comment ça coule pas. C'est pas fluide. Ça coule pas, c'est pas fluide. Tout le monde réclame accompagnement fluide, puis il y en a vraiment pas. Donc là-dessus, ça appartient totalement à la ville de donner des objectifs à sa machine, de donner des ressources à sa machine, et de les rendre imputables et responsables de ces résultats-là. Hein? Tout ça, nous autres, on dit comité de liaison, rapport, on regarde ensemble qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas, on s'ajuste. C'est plate. Pas le but de donner des. De faire des redditions de compte, mais si on veut s'en sortir, je dis, j'ai 4000 unités, j'ai vu là, je le supporte politiquement, puis on travaille ensemble. C'est bon, j'ai terminé, moi. Merci beaucoup. Oui, c'est à la fin. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jacob Fontaine. Je suis un étudiant en sciences politiques, mais également le coordonnateur aux affaires externes à la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce que c'est la FIRST rapidement? C'est 16 000 personnes étudiantes qui sont représentées au premier cycle à travers 3 campus et dans 11 associations facultaires. Notre but, c'est de défendre les droits étudiants, porter la voix de la communauté étudiante aux autres instances universitaires, mais également aux différents paliers gouvernementaux. On agit à titre de syndicat étudiant, mais aussi on organise des activités et on fournit des services à nos membres, notamment une banque de logement qu'on appelle Unilogie. Et je vais commencer à faire un petit portrait de la situation du logement abordable pour la communauté étudiante. Comme ça a été abordé plus tôt, près du corps de l'offre locative complète de la ville est occupée par des personnes étudiantes en ce moment. Également, la médiane des loyers étudiants. Toutes les statistiques que j'ai là se basent sur l'enquête que Lutine nous avait parlé plus tôt aujourd'hui. Fait que on est au. Alright, parfait. T'as le malheur de passer le dernier. C'est parfait. Fait que je vais peut-être passer plus vite ces statistiques alors. Ouais. Nos loyers sont 9,1% supérieurs à ceux de la médiane canadienne. En 2017 et 2020, on a augmenté de 20% en moyenne. Et également que 47% des étudiants ont un taux d'effort de plus de 30%. Et ça, c'était en 2022. On a fait une nouvelle enquête en 2023 et ce qui a révélé que ce 47%-là était maintenant à 77% aujourd'hui. C'est quand même. Le logement, c'est rough, mettons, pour la communauté étudiante à chaque fois. Oui, on est rendu à 67%, exactement. Donc, ce qui nous donne notre première recommandation, que la ville de Sherbrooke devrait investir dans des projets d'économie sociale pour mettre en place du logement étudiant abordable et mettre aussi qu'une expertise en logement étudiant puisse se développer autant à Sherbrooke que partout au Québec. Et je veux rappeler que les personnes étudiantes ne sont pas admissibles aux logements sociaux en général parce que notre état de précarité est considéré comme temporaire jusqu'à la fin de nos études, ce qui nous coupe de beaucoup de programmes qui sont déjà en place. C'est pour ça que je réitère l'importance du logement spécialisé pour les étudiants. Également, on considère que le logement étudiant, c'est essentiel pour le développement économique à Sherbrooke. On peut penser à la zone d'innovation de la ville qui tourne autour de l'université ainsi que notre institut quantique. Pour qu'on aille ça, on a besoin de personnes qui étudient et qui travaillent dans ces instituts-là. De là l'importance du logement. Depuis que la crise du logement à Sherbrooke est devenue vraiment intense, il y a une baisse d'inscription qui a été remarquée. À l'été 2022, c'est 6% de baisse d'inscription à l'université et à l'automne 2022, c'est 2% de baisse. Si on considère que le développement économique passe en partie par l'université, la crise du logement a bien affecté beaucoup le développement économique de la ville de Sherbrooke. Également, on demande que la ville priorise les investissements et les mesures dans le logement étudiant spécialisé, un secteur qui a été délaissé dans le passé.
que la ville priorise le développement de logements étudiants autour de l'université ou de l'ouest de la ville, les deux autres qui avaient été identifiés dans les secteurs de la zone d'innovation. Et notre cinquième recommandation, que la ville appuie et finance les projets de logement étudiant sans que les associations étudiantes doivent contribuer à une mise de fonds pour avoir ces projets-là autour des universités. Et je veux mentionner la ville de Québec, encore en lien avec l'utile qui était là, qui a présenté plus tôt. Ce qui est arrivé à Québec, c'est quand ils ont un projet qui a voulu s'implanter, les associations étudiantes ont pris la facture au début, mais la ville a fini par prendre la facture et payer pour les logements. Ce qui se passe à Sherbrooke en ce moment, c'est que la facture revient aux associations étudiantes et on considère que oui, c'est bien qu'on se responsabilise dans ce genre de crise-là, mais en même temps, on n'est pas des promoteurs immobiliers, on va des associations étudiantes. Et sixième recommandation, que la ville appuie les démarches de l'Université de Sherbrooke et des associations étudiantes pour le développement de résidences étudiantes. Il faut savoir qu'au Québec, en ce moment, les résidences étudiantes ne sont pas reconnues comme des services universitaires, donc doivent être autofinancées par les universités. Il n'y a aucun financement qui provient des paliers provinciaux et fédéraux pour aider à financer ces résidences-là. On a besoin de logements et on a besoin de l'appui de la ville pour que ces réglementations-là changent. Maintenant, logement étudiant et inclusion sociale et mixité sociale. Un autre problème qui vient toucher la communauté étudiante est celui de la communauté étudiante internationale. Il faut savoir que ces étudiants-là recevront leur demande d'admission généralement plus tard. Et puisqu'à Sherbrooke, on a une dure crise du logement, beaucoup d'étudiants reçoivent des demandes et il y a déjà plus d'appartements disponibles dans la ville. Ça crée un problème. On parlait de développement économique, c'est des gens qui ne peuvent pas venir à Sherbrooke tout simplement parce qu'il n'y a pas de place où se loger. Puis on parle aussi d'un problème, on veut de la mixité sociale à Sherbrooke, mais une communauté étudiante internationale, ben, c'est très, très positif pour la mixité sociale. Et dans ce contexte, on a notre septième recommandation, que la ville de Sherbrooke priorise les investissements et les mesures dans le logement étudiant encore, afin d'accroître l'offre et de favoriser le logement chez la communauté étudiante internationale, qui est un facteur de diversité socio-démographique pour la ville de Sherbrooke. Et notre huitième recommandation, que la ville de Sherbrooke appuie les démarches de l'Université de Sherbrooke pour le développement de résidences étudiantes encore, qui sont souvent le dernier recours pour cette communauté. Finalement, on aimerait également que la ville de Sherbrooke ne favorise pas uniquement les projets mixtes, que les projets spécialisés sont importants. On a eu comme on en a parlé beaucoup plus tôt, il y a eu des tensions dans le passé en lien avec justement la mixité entre les personnes étudiantes et la communauté de Sherbrooke en général. Finalement, nos deux dernières recommandations, que la ville revoie ses règlements de zonage pour qu'on puisse permettre la densification et la construction en hauteur. Les personnes étudiantes, on n'a pas besoin de terrain, on n'a pas besoin de rien de ça. La seule chose qu'on veut, c'est une place logée. Puis autour de l'université, c'est malheureusement pas possible en ce moment. Il y a beaucoup d'autres projets qu'on a en tête qu'on s'est fait approcher qui ne peuvent pas être installés autour de l'université pour plusieurs raisons que l'utile avait mentionné plus tôt. Et finalement, comme j'en parlais plus tôt, faire pression avec l'administration de l'université et les associations étudiantes de l'Université de Sherbrooke pour que les résidences étudiantes soient reconnues comme un service universitaire qui n'a pas besoin d'être autofinancé. Je suis prêt à recevoir vos questions. Je répète ce dernier point-là, je l'avais vu, mais faire de la pression au niveau des gouvernements parce que oui. Tu disais que les services universitaires, le logement est pas reconnu comme un service universitaire. Exactement. En ce moment, c'est un choix. Si on veut rénover les résidences, construire plus de résidences, ça devient un choix administratif de l'université de le faire parce que ce n'est pas financé, il n'y a pas de moyen de financement. Moi, j'ai une petite question. Yes. Quand tu parles on est rendu à 67% de taux de départ, mais dans les revenus des étudiants, quand on compte le taux de départ, est-ce que la contribution des parents au foncier, ça existe? Est-ce que c'est tenu en compte dans ces calculs-là ou vous prenez que les revenus des étudiants ou des étudiantes comme tel? Le revenu de personne étudiante, ça inclut tout. Vraiment tout, autant l'aide des parents à l'aide financière aux études, le revenu que quelqu'un est capable d'aller chercher en travail. 67%, là, ça comprend les parents aussi. Exactement. Mais il faut savoir aussi que c'est tout ce qui est. Je parle des parents, on peut penser à l'aide financière. Un des problèmes qu'on a, l'aide financière ne répond. Le marché locatif monte plus vite que l'aide financière monte.
Fait que cette taille-là ne panie pas vraiment pas en ce moment. Puis, Thibaut, qui va peut-être un petit peu surpris, là, tu dis que la ville appuie les démarches de l'université, mais Utile nous a dit que l'université ne faisait pas grand-chose. C'est quoi les démarches qu'elle fait actuellement? C'est ça. C'est un appui politique. Nous dire les démarches de la ville. La ville, un peu la ville de l'université. Oui, c'est ça. Tu demandes que la ville appuie les démarches de l'université, mais je ne sais pas c'est quoi les démarches de l'université. C'est ce qu'il a dit tantôt, que ça soit construit comme un service universitaire. OK. Exactement. Parce que sinon, sinon, c'est le choix administratif de l'université. Et j'en conclus que le choix administratif de l'université, en ce moment, c'est pas de subventionner. C'est de ne pas donner, ça n'existe pas, c'est ça. Ni de donner des permis. Il y a vraiment une grande différenciation à faire entre des projets comme l'utile, puisqu'on va appeler des résidences étudiantes. Bien, des résidences universitaires. Les résidences universitaires, c'est par l'université sur le campus. Et il y a plein d'autres sortes de résidences qui peuvent être mises en place, des OSBL, coopératives. Bien, coopératives, ça ne va pas fonctionner, on avait déjà essayé. C'est plus difficile de ce côté-là, mais c'est large. OK, c'est bon. C'est tout pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a eu des développements de résidences étudiantes récemment? Est-ce qu'on pourrait probablement demander à l'université de nous donner cette information-là? Ça va être plus à l'université de répondre à ça. Je sais que ça fait de nombreux. Il y avait eu un nouveau gros bloc de résidence qui a été construit il y a plusieurs années. Mais je crois que si on regarde, mettons, les 6, 7, 8 dernières années, il n'y a pas vraiment d'événements dans l'histoire qui a eu plus de risques. Et on parle de la faculté de médecine, je pense, campus de l'Est. Ça reste à voir. Je sais qu'il y a des résidences étudiantes qui avaient été vendues, qui étaient présentes, mais qui ont été vendues, qui sont demeurées des résidences étudiantes, mais je pense que c'était plus facile pour le financement de ces choses-là. Ça, c'est un outil pour je me renseigne. OK, c'est bon. Je pense que c'est beaucoup de privé. En ce moment, c'est beaucoup de privé. Oui, j'en ai une question. C'était très clair. Je dois remercier encore du marché locatif. Je pense que c'est très important. Puis, on a entendu d'autres associations aussi venir. Puis, on a reçu un mémoire aussi du Cégep. Ils n'ont pas pu venir. Fait que je pense qu'on ne peut pas. Je suis très contente que vous preniez le temps de juste le mentionner. Votre banque de logement, appelée Unilogis. Yes. Pourriez-vous en parler un petit peu? Parce que c'est un service peut-être qu'on pourrait avoir des petits frères, des petites sœurs. Comment ça fonctionne? Puis avez-vous une blacklist? Une blacklist. Une Si on blacklist, peut vous renseigner sur ce que vous voulez dire par blacklist. Oui, comment ça fonctionne? Puis avez-vous une liste de propriétaires problématiques pour que les gens ne se fassent pas nécessairement. Ça, c'est savoir. Je sais qu'on a des critères pour être admis sur la plateforme. OK, ben ça vient. Toute l'étendue des critères, ça peut être difficile à vous le dire. Mais je sais que dans le critère de l'abordabilité, probablement, ça, je sors un peu, mais connaissant la personne qui l'a mis en place, la relation de propriétaire et de locataire, c'est sûr que c'est là-dedans. Je pense que ça reste pas mal, ça tourne autour de ça. On n'a pas énormément de critères. Puis comment c'est juste, comment ça fonctionne, comment vous bâtissez cet aspect? Il y a comme deux manières d'accéder à la plateforme. Je crois, c'est pas la chose c'est pas le service que je connais le mieux qu'on offre, là, mais il y a autant les anciens locataires qui peuvent dire, regarde, je m'en vais en fin d'été, je mets ça à cette place-là. Ou souvent, mettons que tu as un groupe de 4 personnes, tu as juste une des personnes qui s'en va, ben, il y a une place qui se libère. Puis sinon, il y a aussi les propriétaires qui peuvent, si je me rappelle bien, mettre un offre sur la plateforme. Parfait. Puis, la problématique, il y a une banque de logement, une logis, puis c'est ce que vous dites sur les étudiants internationaux, ça doit effectivement être très difficile pour eux en ce moment. Est-ce qu'il y a du logement pour eux spécifiquement? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement pour eux spécifiquement via l'université? On a oui, il y a un programme pour les étudiants internationaux. J'ai le nom exact, je ne m'en rappelle plus. Avec le logement, je veux dire. Avec le logement, mais ce qui arrive, c'est que même si on a l'accompagnement, le temps qu'il reste, ça ne sert à rien de prendre un logement sans avoir reçu la demande. Une fois qu'ils ont reçu leur demande, ben, il reste peut-être quelques logements à Sherbrooke ou sinon, c'est les résidences universitaires qui ont déjà des listes d'attente. C'était l'autre question. Les logements universitaires sont-ils. Est-ce qu'ils sont.
résidences universitaires sont-elles prisées ou c'est comme dernier recours? Vous ne savez pas. C'est correct de ne pas avoir de réponse. Là. Sont prisés comme. C'est comme les deux en même temps, comme dernier recours. Parce que oui, le monde les veut, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Pas nécessairement le monde. Les gens qui vont en résidence, généralement, tu arrives à la résidence pour ta première année universitaire, après ça, ton but, c'est de sortir de la résidence le plus rapidement possible, travailler ici ou ailleurs, une place de. C'est ça. C'est mal nécessaire. Oui, on va l'appeler comme ça. Je pense que c'est ça. Je connais personne qui a pas ça parce qu'elle a acheté au complet à la résidence. Ça n'a pas changé. Les contrats de logement réservés font quoi? Oui, c'est ça. C'est pour les logements, ils n'ont pas de logement réservé pour les étudiants d'autres internationaux, tout ça. Il y avait déjà. C'est bon. Ben, moi, ça complète. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Bonjour. Je me présente, Philippe Grenier, je suis le directeur général de la coopérative d'habitation des Cantons de l'Est. Donc, je suis sans prétention en toute humilité, donc je ne suis vraiment pas très long, je ne suis pas un très grand discours non plus. Mais juste vous mettre un peu dans le portrait, on est un propriétaire immobilier coopératif. On a présentement 61 immeubles qui représentent un total de 373 logements. Dans les prochains mois, on va être pas loin de 450 logements, avec près de 70 immeubles aussi. Donc, on est quand même un acteur important à chaque fois au niveau du logement social communautaire. Donc, je trouve ça important de venir ici. Et un des messages les plus importants en fait, que je viens livrer et redire au micro, c'est qu'on est vraiment une solution efficace, mais surtout pérenne pour le maintien de l'abordabilité des loyers dans le temps. Puis, ça fait 48 ans maintenant que la coop existe, puis je trouve qu'on a une belle preuve de ça, où 48 ans plus tard, nos loyers sont encore à 77% du loyer médian du marché. Et ça, malgré que plusieurs immeubles n'ont plus de conventions, plus de subventions rattachées à ça. Donc, ça démontre clairement que c'est une solution pérenne dans le temps. Donc, quand je parle de convention, là, je parle de contrat qui lie la coopérative avec les gouvernements, l'échange de subventions pour la construction ou l'achat d'immeubles, ben, on se doit de respecter certaines obligations, dont le maintien des loyers abordables, dont une bonne gestion, etc. Donc, ce que je viens de dire surtout, c'est ça, c'est que malgré que ça c'est terminé, ben, ces subventions-là qui ont été données il y a plusieurs années portent encore des fruits aujourd'hui. On n'est pas meilleur que le privé, c'est parce qu'on a eu accès à des subventions. Donc, on est capable de maintenir nos loyers bas, mais on est un bon véhicule pour maintenir ces loyers là, très bas et abordables toujours. Sinon, l'autre, une des solutions, ben, vous avez eu ma petite lettre, là, je ne prétends pas que ça puisse être la mémoire, mais bref, c'était une lettre assez concise. Mais dans celle-là, il y avait différentes recommandations. Puis pour nous, ben, on prétend quand même que d'augmenter le ratio là, logement coop au BNL. J'ai inclus nos amis des OBNL aussi, là, tout le monde nos amis. Mais la proportion, selon nous, à chaque fois, devrait augmenter à 30% le logement coop au BNL versus privé. Pourquoi? Pour avoir un impact réel sur le maintien de la portabilité des logements. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'était très clair. Des questions? Moi, j'avais pas de questions, mais juste un commentaire au bénéfice, juste pour que tu le confirmes. Tu nous fais le bulletin détaillé des prix de loyer de certains immeubles à la coopérative, mais je pense que la plupart de ces
les prix qui sont là, ça comprend le chauffage, l'électricité et l'eau chaude, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Ouais. Sauf peut-être le dernier projet. Si je regarde, là, je vais donner une couple d'exemples. Effectivement, oui. Non. Oui. Moyen. Ouais. Lui, il n'y a pas l'électricité d'inclus. Le dernier? Ouais. Okay, c'est ça. Non, c'est juste parce que quand on a eu des comparables de d'autres mémoires, les gens prenaient le temps de spécifier. Les inclusions, ben, oui, effectivement, ça aurait été intéressant de le mettre, mais je ne l'ai pas mis dans mon exemple. Non, mais c'est pas grave parce que ce qu'on a compris, c'est que les comparables qui sont utilisés, c'est des 4,5 pas de service dans les statistiques. C'était plus qu'on s'est fait dire. Fait que ça donne plus de poids encore avec les arguments. Okay. Puis, ben, c'est ça, notre comparable de loyer médian, on a utilisé la donnée de la Société d'habitation du Québec, qui fois la donnée de la SCHL. C'est un bon comparable aussi, là, mais on n'est pas non plus dans les prix du marché. Hein, c'est vraiment le loyer médian qu'on a pris comme comparable. Oui. J'en ai moins parce que j'ai un mauvais cours. Mais ce que vous avez dit, nos prix sont moins chers parce qu'on a eu une subvention. Et à cause du véhicule qui est la coop ou le fait que vous sortez du marché avec la coop pour nos véhicules. Considérant que c'est logis des oui. Est-ce que pour vous, il y a quand même des incitatifs à poursuivre le développement comme promoteur à l'acheter? J'imagine que ça fait que là, jour 1, il y a moins d'économies au loyer que s'il y a eu des subventions jour 1. Mais est-ce que vous continuez, même s'il n'y a pas de projet Accès Logis? Qu'est-ce que ça vous fait, ça, comme groupe, quand ces programmes-là sont coupés? Ça ne vous empêche pas d'évoluer? Oui. Oui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui. Non, quand je dis que on ne prétend pas être meilleur, c'est certain qu'on n'est pas capable. J'ai la chance, tantôt, de parler des loyers moyens, là, 950 pour un 3,5. Là, je regarde les 3,5, là, puis si je paye 50% de subvention, ben, je prends au même prix que lui. Si j'ai 50% de subvention, je suis 50% moins cher. C'est vrai que 3, c'est 5,55. C'est simple, mais en même temps, je challenge en ce sens que le programme Accès Logis n'est pas là. Il n'est pas là. Non. Il n'est plus là. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une pertinence, mais peut-être que je suis naïve, là, du modèle qui sort du marché et qui n'est pas soumis à tout cette moi, je veux dire, à un moment donné, il y a du monde qui achète un appartement qui vend 3 ans plus tard, puis ils ont fait plus d'argent à vivre dans leur logement, à vivre dans leur logement propriétaire. Il y a du monde qui font plus d'argent à vivre dans leur logement propriétaire qu'à travailler. C'est ça, là, ça c'est les pressions du marché. Fait que le modèle a quand même sa place, même sans subvention, non? On sort des habitations du marché, puis je veux dire, à un moment donné, on va avoir une petite vienne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. Sincèrement, oui, mais pour la réalité, ça, pour l'abordabilité, mettons, pour l'abordabilité des logements, là, je trouve qu'on y répondrait peut-être pas. Pour le véhicule, puis d'enlever des loyers du marché spéculatif, je trouve que le véhicule est vraiment pertinent. Là. Mais dans le fond, on aurait des prix de loyer similaires au privé, mais sous forme coopératif. Ben, à court terme, à long terme aussi. Si on ne veut pas de subvention, on ne veut pas loyer moins que les mêmes. Là. Mais qui soit sous forme coopérative. Si le modèle, ça, je ne le comprends pas. Je le comprends initialement pour les premières années. Sauf que je vois une moins grosse pression. C'est sûr que là, les taux d'intérêt viennent jouer, mais j'imagine qu'il y a une moins grande pression inflationniste. Si on veut avoir une vision 20-30 ans, si on veut mettre beaucoup de logements sociaux, si tout le logement social qu'on entrevoit est nécessairement financé pour être abordable à court terme, ben, peut-être qu'on est dans. Est-ce que c'est le seul modèle? Ben, je pense que les subventions, les programmes de subvention, c'est pour du long terme. C'est ce que je viens de présenter justement aujourd'hui en disant que ces subventions-là qu'on a reçues il y a 48 ans, même si on n'en bénéficie plus, là, on les a fait au jour 1, 48 ans plus tard, ben, ça porte encore ces fruits. Mais c'est aussi à cause du véhicule, pas oui, c'est ça, c'est bien certain, parce que le fait d'être une boîte d'habitation ou un OBNL, ben, on se retire du marché. T'sais, on n'est pas assujetti à
la spéculation immobilière. C'est correct, on poursuit des objectifs différents. Là, que le public continue aussi pour que tous les acteurs puissent continuer à construire. Puis, mettons qu'on dit, votre projet, vous dites 375, bientôt 450, c'était-tu basé sur une subvention, ça? Oui, malgré qu'Excelogie, il y a d'autres subventions qui ont été annoncées l'année passée, là, avec énormément d'euros. On est allé chercher une partie de ça pour construire actuellement. C'est de la construction, c'est neuf? On est dedans, ils sont en train de poser la brique aujourd'hui. OK. Bon. Jour 1, parce que là, on voit 40 ans plus tard que 40, 50 ans plus tard que le coût est vraiment plus bas, que vous dites même du loyer médian et non même du loyer du marché. Il y en a, quand on compare les deux, c'est encore plus impressionnant, c'est le prix, les loyers du marché. Le jour 1, mettons, ça serait quoi à peu près le logement? Il se situerait où? Parce que là, moi, je ne suis pas capable de différencier l'effet du prêt initial de l'effet du véhicule. Oui, c'est une bonne question. Puis j'ai mis un exemple. Dans un projet qu'on vient de terminer il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. C'est 42 nouveaux logements dans 5 immeubles différents. La dernière page, complètement. En février 2021. Okay. Là, vous voyez les prix de loyer qui sont quand même plus élevés. Là, on arrive pas loin de 100% dans le fond du loyer médian. C'est exactement ça l'objectif de mettre cet exemple-là en comparaison avec d'autres immeubles qu'on a depuis 40 ans. C'est-à-dire. Je n'ai pas étudié tous vos chiffres. Sinon, je l'aurais. Mais c'était pour faire la démonstration justement qu'à l'an 1, effectivement, on n'arrive pas loin quand même du loyer médian, mais on sait que dans le temps, c'était ça la démonstration que je voulais faire avec ça. C'est-à-dire que dans le temps, ben oui, on va devoir augmenter nos loyers pour suivre la vie, les assurances, l'exploitation et tout ça. Mais il reste que. Mais tu t'éloignes quand même. L'écart va tranquillement se creuser. C'est ça, l'écart, ça croît avec l'ajout du véhicule. C'est bon, mais ça nous donne. C'est quand même un gros gain d'être loyer médian et non. Regarde l'exemple de 1977. Le loyer médian était 67 %. C'est ça, l'écart, ça croît. Mais j'essaie de penser à la. Moi, dans ma tête, aussi, je pense, quand on parlait de logement moyen, j'essaie de faire une tête de tout ça, c'est pour ça que j'avais cette question-là, mais je n'avais pas réalisé que la dernière page de l'exemple, il répondait, mais ça répond quand même parfaitement. Fait que sinon, moi, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Hey, merci. Donc, notre dernier. Le dernier. Est-ce qu'il est sur le sommet? Non, je ne sais pas. Je vais te laisser en juger. Je vais. Ils sont tous importants, je vais juste dire. Ouais. Alors, justement, j'étais dans votre mémoire. Justement, ça fait des liens avec le précédent. Je vous laisse y aller. Alors, si juste vous présenter avant de commencer. Merci aux courageux pour passer l'après-midi ici. Donc, Guillaume Brien, je suis directeur de la Fédération des coop d'habitation de l'Estrie. Donc, c'est un peu plus d'une 50aine de coop en Estrie, 24 coop à Sherbrooke, un peu plus de 1400 logements. Chaque coop est autonome, 24. Vous venez d'entendre le directeur d'une coop en particulier. Donc, je regroupe cette coop-là et les 23 autres. Je ne répétais pas ce qui a été dit. Tantôt, il y a un prédécesseur, je pense que François disait l'imputabilité. Pour nous, l'imputabilité est importante dans les projets qui aient des résultats, pas juste du respect des limites et des règles. J'ai bien aimé cet élément-là. On a une crise du logement. Plusieurs solutions s'offrent à nous. On pense que ça prend plusieurs réponses. Le privé en est une, on reconnaît. Le privé, pour nous, les coops, on est privé, mais coopératif. Donc, les gens s'entraident en coopérative. Vous avez lu le mémoire, là, donc je vous ai fait part là, un peu toute la plus-value de coop. Ce mémoire-là était vraiment, non pas pour dire que ça prend toute une mixité, mais à quoi les coop peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus? Donc, la portabilité, la stabilité, on a vu, oui, une coop qui reçoit une subvention au départ, Axelogie pendant 25 ans environ. Moi, ça fait le nombre d'années que je travaille. Axelogie qui disparaît, c'est sûr que ça fait mal parce qu'il y avait une prévisibilité, il y avait toute une mise en place du fonctionnement à travers le Québec.
On a eu un programme pendant 25 ans, puis pendant la crise au début des années 2000, un autre programme qui a fait quelques années. Aujourd'hui, on en a 15 programmes différents. Pas un, pas accéléré, 15. 15 programmes, certains du gouvernement, certains de partenaires, on a entendu le GRT tout à l'heure, il y a une association des GRT au Québec, ils ont mis sur pied plusieurs fonds pour aider. Donc, il est possible actuellement, pour une coop, pour nos BNL, qui est dans un quartier, d'acheter et de rénover les blocs qui sont autour, il y a du financement pour ça. Donc, là, on ne crée pas de nouveaux logements, on vient sortir du marché spéculatif et rénover des bâtiments. Ça, il y a des fonds pour ça. Il y a des fonds aussi comme le PHAQ, qui est le nouveau fonds qui permet de créer des projets abordables. Le mot abordable, ben, vous l'avez entendu, ce n'est pas du logement accessible qui permet de répondre aux besoins de nous démunis. C'est pour que ça fasse moins mal par rapport au coût. On a entendu des promoteurs privés, des entrepreneurs privés, ils ont raison. Là. Le bois, la brique, il y a un coût à ça qui est rendu énorme. Actuellement, l'augmentation, c'est 3 à 5 par année. Dans les dernières années, c'était le double, sinon le triple. En 2-3 ans, on peut parler au moins d'un 30 Ça, c'est pas sans compter les matériaux. Là, juste sur les fenêtres, là, on est à 60 l'électricité à 60 et là, je parle de cette année. Ça veut dire que comparé à il y a 3-4 ans, c'est fou. Puis, nous, quand on construit, c'est pas différent. Là, ils ne font pas un rabais sur la brique, sur le bois, etc. On essaie de faire l'intercoopération avec d'autres, mais ça prend du temps. Alors, je reviens à ça. Pour nous, les coops, après 40-50 ans, les premières sont nées ici à Sherbrooke, au centre-ville. Ça fait leur preuve. Vous avez des chiffres que je vous ai mis. Essentiellement, c'était de dire, est-ce qu'on crée des projets qu'il faut financer toujours? Ben non. On subventionne à la pierre au départ, puis après ça, la formule fait qu'au fil du temps, on est moins cher que le marché au début. Notre bois brique a coûté le même prix, on est moins cher parce qu'on a une subvention. Et la logique qui était à l'époque et qui a été démontrée, c'est qu'au fil du temps, le promoteur veut faire de l'argent avec ça. C'est normal, c'est sa business, à court, moyen ou long terme, selon sa stratégie. Dans la coop, c'est de couvrir l'ensemble de nos dépenses et prévoir les réserves, parce que la coop, intrinsèquement, pense à demain et à ses prochains membres aussi. Donc, au fil du temps, le marché va augmenter 2-3 ben nous, on va être à 1 0,5 Donc, après 20-30 ans, on est 20 à 30 on va du prix du marché. C'est énorme. Et en plus, on a formé des citoyens et des citoyennes à une vie démocratique, à participer, à avoir des opinions différentes, et se dire, on n'a pas la même vision, mais on continue à travailler ensemble. Donc, on forme des citoyens encore plus impliqués dans leur coop, mais ultimement dans leur communauté, dans leur quartier. Ça fait une grosse différence. Encore récemment, je rencontrais le PDG du CIUS, et il disait, vous n'êtes pas directement à la santé, mais vous contribuez énormément, parce que vous aidez à un des déterminants majeurs de la santé, c'est la socialisation. Et ça, ben, comment ça se vit? Ben, c'est l'entraide dans nos coops qu'on déploie à l'extérieur. C'est un peu ça que je vous ai décrit. Pour nous, il y a eu des étapes dans l'histoire où on essaie de faire des projets qui ressemblaient à des ghettos. Et ça, ben, n'importe quel élu aujourd'hui le sent. S'il y a plusieurs gens qui vivent différentes vulnérabilités, puis on les met tous ensemble, on crée quelque chose d'explosif. Comment on fait ça autrement? On fait une mixité. Donc, une mixité revenus, situation économique, etc. Après ça, la littérature est assez claire. Quand tu es propriétaire, tu veux prendre soin davantage de ton espace que quand tu es locataire. Au Québec, il y a un fossé qui se crée entre les propriétaires. Tu as des groupes de défense, Corpic, RPHF, que vous avez rencontrés. C'est là qui défendent les propriétaires. Puis de l'autre côté, tu as des groupes de défense des locataires. Ça crée un beau fossé entre les deux. Ben, les coops, oups, on est les deux. C'est-à-dire, je signe un bail de location, mais de l'autre côté, je signe un contrat comme quoi je dois agir en bon propriétaire. Qu'est-ce que ça donne? Ils prennent plus soin de leur bâtiment, même s'ils sont à la base locataire, parce qu'ils agissent en bon propriétaire, puis ils ont ce sentiment d'appartenance-là. Alors, ça amène des coops qui se rénovent et qui gardent des prix assez bas par rapport à ce qui se fait autour. Donc, pour nous, la coop doit être une stratégie importante dans les suites. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à recommander, parce que on a fait de la démonstration et le résultat, si je lis 20, 30 ou 40 dans certains cas en bas du prix du marché, on va aller voir les logements. Est-ce qu'ils sont en bon état? Oui. Est-ce que les gens sont heureux là? Ben oui, ils ont pris soin de leur bâtiment, de leurs finances, puis ils ont développé une vie coopérative. Wow! Puis là-dedans, pourtant, ils vieillissent, ils ont besoin de services du CIUS, de santé ou autre, mais l'entraide qui se développe là fait toute une différence. Pour nous, c'est pas juste de dire, mettez plus d'argent, on va faire plus de logements.
essentiel qu'il y ait plus de logements. La littérature actuellement commence à dire que ce n'est pas 3% qui serait le point d'équilibre, c'est plus 6%. Puis ici, à chaque fois qu'on est en bas de 1% au dernier chiffre de la SCHL. Donc, ça donne une idée sur les besoins. Pour vous donner un autre enjeu qu'on a, c'est que les logements qu'on va faire, il faut que ça soit des milieux de vie intéressants. Actuellement, là, dans un développement normal à Sherbrooke, on parle de 1200 portes nouvelles, logements, maisons, habitations par année. On était dans le plus haut de la vague à 1600 unités de plus, 1600 portes de plus par année. Là-dessus, pendant des années, la ville avait une visée de 100 logements sociaux ou communautaires, pour VNL ou autre. Là, la ville actuellement, c'est 200, mais les coûts ont explosé. Mais à 200 logements par année, c'est pas assez. Et logement privé à 1200, 1600, c'est pas assez non plus. Et je pense que quand je reviens à la phase de tantôt, l'inclusivité, actuellement, la ville, le privé le dit, on le dit aussi, j'ai eu dans un projet à développer une rue, ouf, le parcours du combattant. Je me suis dit, wow, comment ils font le privé pour développer des rues? Moi, c'était la première fois, parce que d'habitude, je pouvais, avec la ville, avoir un terrain où j'en achetais d'un privé, mais je me branchais sur l'aqueduc égout juste devant. Ça me coûte 17 000, 20 000 maintenant, pour faire. Mais construire une rue, développer un quartier intelligemment, un peu comme on est en train d'organiser une mission pour Vienne dans quelques mois. En 100 ans, ils ont réussi à se rendre à 60% de logements abordables et en partie coopératifs. Donc là, on pense qu'il y a des choses à faire. On est d'accord avec le privé, il faut se rencontrer vraiment. J'ai été invité à quelques reprises dans le comité choc à Gatineau, en Outaouais. C'était super intéressant parce que rapidement, des logiques qu'on peut penser, faisons plus de ci ou plus de ça. Un levait la main et dit, ouais, mais si tu fais ça, tu mets une pression sur tel autre aspect. Il y a vraiment une concertation à avoir. Ça, il faut garder et développer ça. Puis de l'autre côté, j'ai une image récemment avec un haut fonctionnaire de la ville. Je trouve ça super intéressant. Il dit des goalers. Quand on a des gestionnaires de risque, c'est des gens qui s'assurent qu'il n'y a rien qui part. Tu vois, OK, là, c'est le gardien, il arrête les rondelles, c'est super, il fait sa job. Mais si toutes les rondelles sont arrêtées, quelqu'un dirait que le match est plat, mais c'est surtout qu'on n'arrive pas à avancer, à développer et à répondre aux besoins. Là. On a besoin qu'il y ait des fonctionnaires qui protègent le cadre bâti et qui soient évitables des limites et des règles. On a besoin d'avoir des fonctionnaires des leaders dans la ville qui s'assurent de résultats. J'ai bien aimé tantôt qu'il y ait des objectifs à atteindre, autant pour le logement social communautaire que pour du logement carrément, parce que si on manque de logement, et je le vois à chaque année, on passe il y a 2-3 ans à 10 personnes au 1er juillet qui attendent. L'année prochaine, l'année dernière, il y a 2 ans, une quarantaine. La dernière année, plus d'une centaine. Ça va être quoi en juillet prochain? Je donne un exemple. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu il n'y a pas longtemps. Il y a eu un feu, 24 logements. Les gens sont tous à la rue. Aucun logement. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 100 000 habitants. Aucun logement disponible pour accueillir les 24 sinistrés. Aucun. Je vois avoir la Croix-Rouge qui arrive avec son autobus. Là, il n'y a rien. Donc, la ville, c'est presque rien. Donc, il y a une urgence que, réalistement, il faut une volonté gouvernementale, si on s'entend, mais plus la ville ici va mettre en place des systèmes, je termine peut-être, il reste 0 secondes. Oui, j'ai même moins 2 minutes. Je viens de voir ton 0. Je vais attendre aux questions. Vous me posez la question, mais dans le fond, j'ai le privilège d'être autant dans ce qui se développe au niveau des fonds fédéraux que après quelques décennies dans ça. On m'interpelle beaucoup. Là, je sais que, je vais prendre l'exemple de Mégantic. Lac Mégantic, en donné, voulait un centre sportif. Ils se sont dit, il n'y a pas de financement, on va préparer le projet, on va mettre en place, on va se consulter. Ils ont monté un projet, il n'y a pas de financement. Et quand ils ont été prêts, un financement est arrivé. Clair, ils ont un centre sportif qui n'a aucun bon sens pour la grosseur de la ville. Ils ont réussi. Donc, dans cet esprit-là, je pense qu'au niveau de l'habitation, avec les partenaires qu'on a, puis à Sherbrooke, il y a une capacité d'échange de moins 5 minutes. J'en aurais vraiment encore à dire. Merci beaucoup. Des questions. Je te laisse commencer.
Tu me laisses commencer? OK. Pardon? Mais je trouve ça intéressant parce que je le cite aussi l'exemple de lac Mégantic. Quand tu es prêt d'avance, l'opportunité est là. C'est clair. Puis Il s'en vient des opportunités. Je veux dire, 15 programmes, il y en a 5 autres qui s'en viennent. Donc, certains vont être aux municipalités. Il y a un financement qui s'en vient aux municipalités de façon importante. Les fonds vont être octroyés, ils vont dire à la municipalité, maintenant, poser la question. c'est ma question. Oui, je savais que j'essaie de comprendre le commentaire. Dans le fond, des sommes vont être envoyées aux municipalités pour dire aider au logement. Je ne sais pas le wording, le villes de ça, là. Mais essentiellement, les villes qui vont être prêtes, une bonne partie des sommes vont aller là, puis vont aider à répondre aux besoins. Fait que plus on se concentre, plus on se prépare, plus on va être capable d'aller chercher des sommes importantes. C'est elle, la ville de Sherbrooke, c'est elle qui doit se Mais je ne fais pas ça toute seule. François l'a dit tantôt, il faut aussi donner les moyens à la machine. Sinon, c'est beau rêver. Là, mais... Vous connaissez tous par vos petits noms, il faut que je regarde qui prend. je peux pas. OK. Non, je sais même, je vais écrire son nom, là, pour être. C'est bon, j'ai. Bon, les questions, la mémoire est très, très claire. On a eu. Dans le fond, ce que j'ai. Étant donné que j'avais très peu de questions, parce que. J'en ai une, mais parce qu'on a eu quand même plusieurs mémoires, mais ça encapsule bien l'esprit de ce que j'ai entendu à date, puis j'ai pas pu le temps passer, je vous écoutais, puis ce que je comprends, c'est ce que j'ai aimé comprendre, c'est vraiment la coop, locataire, propriétaire, mis ensemble, que vous avez les deux réalités, puis ça rend les propos très riches. Quand vous citez votre tableau avec les chiffres ici, les sources sont écrites. Avez-vous un petit peu d'informations sur la méthodologie? Ouais, je pourrais vous l'envoyer dans le fond, ça serait plus simple. Là. Mais vous l'avez? Oh, OK, super, j'apprendrai avec grand plaisir. Okay. Parce que tout le monde donne un peu ses données. Je veux un peu comprendre tantôt. Le même exemple qu'on a donné, besoin de. Puis vous, quand vous dites besoin de 900 logements par la Cortec versus besoin de 2000, presque 3000 logements en total avec la PCHQ, vous dites, c'est la ville qui dit 200 de logements sociaux puis 1100 de logements privés? Non, c'est plutôt ce que quand je mentionnais ça, c'était sur un rythme plutôt régulier de développement à Sherbrooke. C'est ce qu'on constate. Sherbrooke, la volonté politique a dit on veut faire 200 logements par année. Ça, c'est la volonté. Après ça, est-ce que les terrains, les sous et autres demandaient une ligne? On s'en parlait longtemps. Puis pour ce qui est des constructions qui se font à Sherbrooke, on était à 1200. Là. Même si demain matin, on disait on veut en faire 3000 pour Sherbrooke, 2300. Il y a une réalité de corps, de main-d'œuvre disponible, de matériaux disponibles. Je pourrais vous en raconter toutes sortes d'exemples. Les tireurs de joint qu'on a vus, puis ceux qui restent, ils changent tellement cher que tu te dis là, on va attendre. La capacité, pas juste de la machine de la ville, mais la réalité de l'industrie de la construction a ses limites aussi. Et ce qui est capable de faire, autant le privé que nous, c'est que s'il y a une vision qui se développe sur 5, 10, 15 ans, il y a une prévisibilité qui s'installe. Donc là, on peut mettre des choses en place. Et là, on peut prévoir la main-d'œuvre qu'on a besoin. On peut faire collaborer autant toute la formation de la main-d'œuvre. Je peux vous dire encore récemment, je connais des entrepreneurs, pour la plupart, il y en a un qui me dit Guillaume, je n'ai jamais vu ça. Il y en a un qui arrive le matin et dit c'est froid le matin, commencez-vous toujours tôt de même? Oui, je vais changer de job. Et il est parti. Il y a tellement actuellement de pénurie et d'emplois disponibles que ça, on est dans une autre réalité aussi. Une belle description tantôt de ce qui vaut le coup, c'est imagé. Je peux vous dire qu'ici, dans le coût de construction, on est entre 15 et 20 en bas de beaucoup d'autres régions. On a des lieux. Parce que nous, même si on fait quoi pour BNS, c'est des entrepreneurs privés, des architectes, des ingénieurs, c'est des lieux privés qui développent. Mais, je demande tantôt sur le terme promoteur, le fait qu'on soit des promoteurs sans but lucratif,
change une donnée quand même importante. On a une même calculatrice, mais on ne calcule pas de la même façon. Pour nous, c'est pas notre, c'est une business sans but lucratif pour répondre aux besoins sociaux. Ouais. C'est sûr que. Quand vous demandez là, mise en place d'un programme de réserve foncière pour les projets d'habitation, communautaire et coopérative, vous incluez les OBNL, pas juste les coops. Moi, je faisais un mémoire sur les coops. Moi, c'est ça, mais je. C'est ça pour les OBNL, Dernière question. Oui, c'est ça. Formation et accompagnement des coopératives. J'essaie de comprendre aussi, là, est-ce que c'est à la ville de faire ça ou c'est au groupe? Là, je suis allée fouiller sur la mission des GRT, puis quelqu'un a présenté tantôt. Moi, quand on va là, je me dis, là, qu'on fasse un mémoire, puis qu'on fasse des recommandations à la ville. Est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce que la ville doit former ou juste la ville doit améliorer ses processus? C'est ce qu'on en fait. Faire un diagnostic de processus, peut-être améliorer ses processus, mais former les gens? Oui, eux, on a une prétention de vérifier aussi dans votre propre réseau. Là. Dans le fond, quand on se retrouve plusieurs acteurs ensemble qu'on coopère, c'est-à-dire coopérer, c'est de voir c'est quoi les enjeux de l'autre, c'est quoi nos enjeux, puis là, on essaie de trouver la meilleure solution ensemble pour nous, que la ville ait une formation, une approche plus coopérative. Ça serait gagnant, pas juste sur la forme de coop d'éducation. Ça, c'est tout à fait une vision. Le slogan de la ville, c'était Sherbrooke plus qu'une ville. Tant qu'à moi, ça devrait être Sherbrooke, une ville qui coopère à tous les niveaux. Et dans cet esprit-là, actuellement, on a fait, sans dire des miracles, mais des belles révolutions en faisant ça, en ayant une approche coopérative et en se disant, OK, on comprend les enjeux de la ville et son imputabilité sur les villes. Ils comprennent nos enjeux, comment on fait pour arriver à faire du logement. Je peux vous dire qu'on a une belle reconnaissance, pas juste par rapport à notre réseau à nous, mais par rapport au travail qu'on fait ensemble. Puis, d'autres personnes avant vous, M. Lachance, APCHQ et vous avez parlé du comité choc ou d'un grand happening. Là. Pouvez-vous me décrire un peu, vous dites que vous y avez participé, qu'est-ce qui se passe dans ces comités chocs-là? L'objectif est quoi? L'objectif, c'est de développer du logement, puis qu'est-ce qui se passe? Vous me dire un petit peu? Oui, dans le fond, à Montréal, ils ont imposé 20% de logements sociaux communautaires dans chaque développement. À Gatineau, ils se sont dit, si on fait ça, quelles sont les conséquences? Et le privé était là autour de la table, qui a dit, si vous faites ça, je vais charger plus cher pour le reste des projets. Alors, est-ce que pour nous, pour répondre aux besoins, il y a des logements sociaux communautaires, mais ça prend du logement aussi à coût moyen, accessible quand même. Des logements neufs, si c'est que ça la réponse à part du logement social et communautaire, alors on ne répondra pas aux besoins. Pour nous, la force de la ville de Sherbrooke, c'est une mixité de population. Alors, comment on fait pour attirer la population? Les statistiques n'étaient aucunement prévues comme ça, d'aucun acteur ici suite à la pandémie. Pendant la pandémie, il y a eu une arrivée d'énormément de personnes qui sont venues s'ajouter, ça a eu une forte pression. Alors là, ça vaut la peine de rendre ça prévisible, en tout cas de prévoir une prévisibilité. Et à Gatineau, c'est ça, on était là, plusieurs acteurs, et ils disaient, c'est beau, sans donner un enlignement aux politiques d'habitation, c'est quoi les conséquences? Puis on va s'y préparer aussi. Je comprends. Je veux dire, avoir une vision, mais pas juste la lancer, là, mais je veux dire, la tester, tous les acteurs ensemble, voir les avantages et inconvénients des différents aspects. C'est un peu ça, les comités chocs. D'une part, puis actuellement, il y a des zones en développement, puis ça vaut la peine qu'il y ait une concertation là-dessus. Un train, probablement, s'en vient par ici, tout autour de la zone du train. Au centre-ville, il reste des zones où on a des anciennes industries qui ont tout à gagner d'être transformées en résidentiel en plein centre. Sauf qu'il y a des terrains qui ont été contaminés, etc. Ça, là-dessus, j'ai été une dizaine d'années aussi dans l'habitation à Québec, puis on a des grands terrains qu'on a de façon collective décontaminés, sur lequel on s'est dit qu'est-ce qui est mieux placé, le privé là, coop là, etc. Quand on se concertait comme ça donne des résultats assez intéressants à Québec. On pense qu'on peut aller plus loin ici aussi. Merci. Des questions aussi? Moi, j'en ai pas beaucoup.
Pas beaucoup, ça veut dire que vous en avez, ça? Oui, dans ton mémoire, là, il y a des codes dans presque tous les arrondissements. Presque. Où il y en a. Lennoxville, Lennox. OK, les deux. Ouais. D'accord. J'aurais aimé, je suis sûr que ça existe, là. Il n'y a aucune référence dans ton mémoire, mais je suis sûr qu'il y a des données qui existent, des études qui ont été faites, là, entre autres sur quand tu parles là, de milieu de vie bénéfique et tout ça, il doit y avoir des études. Ça serait tout bien compliqué de nous les faire parvenir. ça aussi. C'est ça, juste pour appuyer un petit peu. Ouais. Un autre petit commentaire, là, dans le mémoire, vous avez l'air à dire que c'est le fait d'être à but non lucratif qu'on a une gestion immobilière plus éthique qui fait en sorte là, que nos logements sont moins chers, puis peut-être mieux gérés, mais dans les coop, il y a quand même un projet de société aussi. C'est pas juste le fait d'être à but non lucratif, il y a la prise en charge par les membres, puis tout ça, ça existe. Là. Ben, je te réponds à ça. Dans la vraie vie, 9 personnes sur 10 qui arrivent dans le corps au début, c'est pas cher. La première culture ou le premier élément, c'est ça. Après ça, je dis, j'ai des tâches à faire, fait que je fais mes tâches, je fais ce que j'ai à faire. C'est pas cher, puis je fais ce que j'ai à faire. Et tranquillement, il y a nous, dans nos principes et valeurs, il y a de la formation, de l'éducation, etc. Donc, OK, je participe à quelque chose. Je commence à m'impliquer, puis je développe des compétences, mais aussi du savoir, savoir-faire, savoir-être là-dedans. Et finalement, je tombe dans une culture d'entraide où là, c'est pas juste pas cher, c'est pas juste de faire les tâches. Je participe effectivement à construire autre chose. C'est complètement du développement des communautés, puis de l'empowerment où on mise sur les gens qui habitent dans nos bois, pour prendre en charge. Donc, si je prends en Estrie, on a développé la médiation citoyenne coopérative avec des gens qui habitent, qu'on a formés, qui sont devenus des médiateurs, du soutien communautaire, financé entre autres par le CIUS, mais ça a démarré ici aussi, et d'autres formules d'accession à l'habitation, dont des coop de propriétaires, où là, tu deviens accès à la propriété en coop. C'est ce genre d'initiative-là qui, effectivement, se développe avec pas juste le fait que c'est pas cher, mais qu'on contribue à un développement de communauté. Alors, merci beaucoup. C'est ainsi que vont se clore nos consultations.